Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Ça, c'est une très belle question. Et est-ce qu'il y a des gens ici qui ont suivi mon direct hier? Oui, ils sont là. D'accord, Adam. Hier, pendant mon direct, je parlais de l'industrie. Et dans l'industrie, je présentais ce qu'on appelle le système productif. Et dans le système productif, il y a ce qu'on appelle le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Et dans chacun de ces secteurs, c'est divisé encore en deux. Donc il y a le secteur primaire artisanal, le secteur primaire industriel, le secteur secondaire artisanal, industriel, le secteur tertiaire artisanal, industriel. Le problème que tu as, c'est lequel? C'est que tu es en train d'élever un produit de grande consommation, mais tu le fais de manière artisanale. Et ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Tu vas faire faillite, c'est sûr déjà. Pour quelle raison? Parce que quand tu fais le poulet de bande, tu fais les bandes de combien? 2000. Voilà, la bande de 2000, c'est trop petit. Ça veut dire que les coûts de production seront trop élevés. Et je vais lui expliquer simplement pourquoi. Tu prends les poussins d'un jour où? Et tu achètes à combien? Bon, actuellement, le poussin, c'est 650. C'est une charge incompressible sur laquelle il ne peut pas jouer. Donc ça veut dire que qu'importe le nombre de poulets qu'il fait, il va toujours dépenser ces 650. Et ça varie même. Parfois, ça monte à 700, 800. Actuellement, c'est cher. Voilà. Tu vois, ça, c'est une charge incompressible. C'est-à-dire que sans cette charge, il ne peut pas élever. Tu prends l'engrais où? La provende où? Bon, je prends les intrants dans les provenderies. Ça coûte combien le sac? 50 kilos. L'aliment complet. Oui. Quand moi, je bilanche, ça revient à 13 500. 13 500, c'est encore une autre charge, c'est trop élevé. Et la dernière chose maintenant, c'est quoi? C'est que le prix sur le marché ne dépend pas de lui. Oui, parce que quand tu finis de faire ton poulet, tu peux au marché, il y a un prix, ça ne dépend pas de toi. Tu peux arriver au marché aujourd'hui, le poulet c'est 2000. Tu arrives un autre jour, c'est 2300. Tu arrives un autre jour, c'est 4000. Ça dépend de la saison. Et ça ne dépend pas des coûts que tu as eu à investir pour faire ton poulet. Donc tu peux finir de faire ton poulet, tes coûts de production c'est 2300. Tu arrives au marché, le poulet c'est 2100 francs. Tu fais comment? En fait, ça veut dire qu'il faut d'abord que tous les autres vendent leur poulet avant que toi tu puisses vendre. Sauf si tu acceptes de vendre à perte. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc ne te lance pas dans un segment de marché mass market en produisant de manière artisanale. Ça ne peut pas fonctionner. Si tu n'as pas la capacité de produire des quantités importantes pour réduire aussi les coûts de production, si tu n'as pas la capacité de produire toi-même le poussin d'un jour pour réduire cette charge incompressible qui est trop élevée, si tu n'as pas la capacité de comprendre qu'on ne fait jamais l'élevage sans faire en même temps l'agriculture, parce qu'il faut faire l'agriculture avant de faire l'élevage, tu dois pouvoir cultiver au moins les deux matières premières indispensables pour faire l'élevage, c'est-à-dire le maïs et le soja. Et tu dois intervertir les deux, parce que quand tu fais le maïs, ça appauvrit le sol en azote, et le soja vient faire l'inverse, c'est-à-dire ça réapprovisionne le sol en azote. Et tu dois pouvoir stocker des stocks de maïs et de soja sur une période qui peuvent tenir, par exemple, des bandes de poulet, peut-être sur 6 mois ou sur 1 an, avant de commencer l'élevage, parce que tu sais que tu as l'aliment qui va tenir au moins sur 6 mois, et que le coût de production sera extrêmement faible parce que tu l'as produit toi-même. Et maintenant, la troisième chose, c'est qu'il faut que tu crées un système de distribution qui te permet toi-même de contrôler le prix du produit sur le marché. Je prends un exemple. Pendant la Covid, le prix du poulet sur le marché a baissé, n'est-ce pas? Oui. Mais le prix du poulet brisé n'a pas baissé. Non. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un restaurant pendant la Covid? On vous a dit que bon, comme il y a la Covid, le cas de poulet brisé, c'est maintenant à 700. Aucun restaurant n'a fait ça. C'était tout le même prix. Vous comprenez donc l'importance de contrôler soi-même la distribution et la transformation de son produit. Tant qu'il ne peut pas faire ça, ça ne peut pas être rentable. Ou alors il peut procéder autrement. Il peut se dire, je ne veux pas faire le poulet pour tout le monde, parce que je ne pourrais pas avoir un prix compétitif. Je vais faire le poulet pour une catégorie de clients qui veulent acheter des poulets qui ont 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, qui ne sont pas nombreux. C'est des gens qui peuvent acheter le poulet à 6 000, 7 000. Ils n'ont pas de problème. Parce que c'est ce type de poulet qu'eux, ils recherchent. Et directement, toi, tu ne vas plus acheter les poussins d'un jour. Tu vas aller voir un éleveur qui a déjà élevé les poulets et tu vas prendre ces poulets-là. Tu vas juste les maturer davantage pour que ces poulets aient 6 kilos, 7 kilos. Et tu ne vas pas aller vendre au marché comme tous les autres. Tu vas rechercher le segment de clients qui veut acheter des poulets qui ont 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos. Et là, tu n'es plus en train de viser le mass market. Tu es en train de viser un segment de marché spécifique pour ce produit. C'est compris? Autre question? Comment cibler? Comment cibler? Alors ça, c'est une très belle question. On va prendre l'exemple dans cette salle. Supposons que je veux vendre des talons.
Je décide de me lancer dans le marché de la chaussure et je veux vendre les talons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ciblage, en fait, c'est la deuxième étape d'un processus qui permet d'identifier les segments de marché. Et ce processus, on appelle ça la méthodologie SCP. Donc, c'est-à-dire, il y a la segmentation, il y a le ciblage et il y a le positionnement. Segmenter, ça signifie que je viens dans cette salle et je veux vendre les talons. Je me dis, OK, les personnes qui peuvent facilement acheter les talons, ce sont les femmes. Donc, je vais diviser la salle en deux. Je mets les hommes d'un côté, les femmes d'un autre. Ça, c'est une première segmentation qui est basée sur le sexe. Ensuite, je peux segmenter en me basant sur l'âge. En fonction des talons que je vends, je sais quelle est la catégorie et les tranches d'âge des femmes qui peuvent acheter. Donc, même les femmes, je vais encore segmenter en utilisant l'âge comme élément de segmentation. Après, je peux segmenter en fonction de la profession. Je peux segmenter en fonction du niveau économique. Je peux segmenter en fonction du quartier. Pour pouvoir identifier la catégorie de femmes que je recherche et qui pourraient beaucoup plus facilement acheter mes talons. Ça, c'est ce qu'on appelle la segmentation. C'est la première étape. Dès que j'ai fini de segmenter, j'obtiens ce qu'on appelle des segments. Et dans les chaussures, il existe 6 segments différents. Parce que quand on vend des chaussures, il y a les chaussures bon marché, il y a les chaussures de luxe. Dans les chaussures bon marché, il y a les chaussures pour les hommes, les chaussures pour les femmes, les chaussures pour les enfants. Dans les chaussures de luxe, il y a les chaussures pour les hommes, les chaussures pour les femmes et les chaussures pour les enfants. Ça fait 6 segments de marché. Et moi, si je veux vendre des chaussures, je ne vais pas vendre pour les 6 segments à la fois. C'est stupide, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est ce que je vois souvent sur Facebook. Vous allez voir quelqu'un qui crée sa part, elle dit qu'il vend les chaussures. Elle vend les chaussures pour les hommes, les chaussures pour les femmes, les chaussures pour les enfants, les chaussures chères, les chaussures moins chères. C'est stupide, ça ne peut pas fonctionner, ça va faire faillite forcément, qu'importe l'investissement. Il faut choisir un segment au début. Moi, je peux décider de choisir le segment bon marché femme. Et dans le segment bon marché femme, je décide de choisir les talons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand je vais segmenter, il faut que j'identifie le segment qui correspond au bon marché femme. Et l'un des critères phares dans ce segment, ce sera le prix de la chaussure. Parce que quand tu vas rencontrer une femme, elle va poser la question, ça coûte combien? Si tu lui dis que mes talons coûtent 25 000, elle va te dire, mon frère, ma soeur, je pense que je ne vais donc jamais porter des talons dans ma vie. Parce que c'est un prix qui ne correspond pas à ce segment. Si on fait maintenant l'inverse, vous avez plutôt choisi le segment luxe femme. Donc vous avez des talons qui coûtent 50 000, 60 000. Non, ça c'est le même exemple. Vous partez rencontrer le segment bon marché femme, elles ne peuvent pas acheter. Si vous prenez par exemple les talons qui coûtent moins cher, c'est-à-dire les talons coûtent 2 000, 3 000, mais vous partez plutôt vous adresser à une femme qui est dans le segment luxe femme. Elle va poser la question, les talons c'est combien? Vous dites 5 000. Elle va demander, est-ce que vous avez une carte de visite? Vous allez dire oui. Elle va dire, donnez-moi votre carte. Vous allez donner, ok, je vais vous contacter quand j'aurai besoin. Vous allez partir, elle va déchirer votre carte. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de lui proposer un produit qui ne correspond pas à son segment. Et l'élément qui lui permet de savoir que ça ne correspond pas à son segment, c'est le prix. Dès que vous dites que les talons coûtent 2 000, elle réfléchit directement que vraiment... les trucs qu'on a fabriqués à Boudala. C'est ça qu'elle vend. Donc, il faut vendre de manière stratégique. Et pour pouvoir segmenter et cibler, il faut comprendre déjà exactement ce qu'on vend. À quel marché ça correspond. Ce qui fait qu'en segmentant et en choisissant le segment, ce qu'on appelle le ciblage, tu choisis le segment qui correspond au produit que tu vends, qui correspond au service que tu vends. Parce qu'il n'y a aucun produit et aucun service qui cible tous les segments. Ça n'existe pas. C'est pour ça que si vous vendez un produit ou un service et que tout le temps les gens ne font que vous dire que c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est que vous n'êtes pas en train de vous adresser au bon segment. Si tout le temps on vous dit que c'est cher, c'est que vous n'êtes pas en train de vous adresser au bon segment. Vous êtes en train de proposer un produit qui ne correspond pas au segment auquel vous êtes en train de vous adresser. Parce que moi, si tu viens me montrer, par exemple, je prends un MacBook Pro 2016, 2020, 16 pouces, et tu me dis que voilà, je vends le MacBook là, et je vends ça à 2 500 000. Je vais te dire, oh, regarde, baisse quand même le prix. Alors que si tu postes ça sur Facebook, tu mets 2 500 000. Un terrain, mon frère. L'argent pour construire ma maison. Vous voyez la différence de réaction. Parce que moi, je connais le produit. Je connais ce que ça vaut. Je sais que bon, on peut quand même négocier pour qu'il diminue peut-être 300 000 ou 400 000 pour que je puisse avoir ça même à 1 900 000 ou à 2 millions.
je sais déjà ce qu'il vend. Je connais la valeur du produit. Donc quand il me fixe le prix, on se comprend déjà sur la base du prix. Je ne peux pas venir lui dire que gars, tu me vends un terrain. Je ne peux pas venir lui dire que gars, l'argent pour construire ma maison, c'est ça que tu veux que j'achète la machine avec. Non. Par contre, la plupart des personnes commettent cette erreur, qui est celle de prendre un produit et de proposer ce produit à un segment qui ne correspond pas au produit. Et à chaque fois, c'est fatal. Ou alors de prendre un produit qui correspond exactement à ce segment, mais étant donné que vous produisez de manière artisanale, ou que vous avez eu ça à un coût extrêmement élevé, vous proposez ce bon segment, mais le segment n'achète pas parce que c'est cher et ce n'est pas compétitif. Un peu comme l'exemple des poulets. Vous pouvez vraiment avoir un poulet qui a les dimensions normales, qui a le poids normal par rapport au poulet des autres, mais étant donné que vos coûts de production étaient trop élevés, vous ne pouvez pas vendre la perte. Donc vous allez vouloir mettre un prix qui vous permet d'avoir une marge, sauf que ce prix ne correspond plus au prix sur le marché et ça ne fonctionne plus. Oui. Oui, ma question c'est, quand on a déjà ciblé, comment approcher la cible avec le charisme? Parce qu'on fait les plaques comme celle des pharmacies là, oui. On change le téléphone. Mais quand on part voir les pharmacies de façon conventionnelle, les snack bars, ce n'est pas toujours. Est-ce que tu as déjà acheté le pain avec charisme? Est-ce que tu as déjà acheté le yaourt avec charisme? Est-ce que quand tu pars chez le coiffeur, tu dis que gars, mes cheveux sont déjà beaucoup là, coiffe-moi. Tu demandes avec charisme. C'est parce que tu es déjà convaincu du fait que tu as besoin de ce service. Et tu viens juste formaliser en payant et on te coiffe. Tu viens formaliser en payant, on te donne le pain. Donc quand tu proposes le bon produit à la bonne cible en passant par le bon canal, tu n'as pas besoin d'avoir un charisme particulier. Je suis d'accord que le charisme est important, hein. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être charismatique. Tu vas pas être nonchalant, venir là comme un bandit et attendre qu'on achète tes produits et tes services. Non. En fait, le problème, ce n'est pas le charisme. Et c'est pourquoi tu dis charisme. Parce que tu te dis que si tu viens avec le costume, tu gares la voiture, on va acheter. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans le marché, il y a ce qu'on appelle la mafia. Il y a ce qu'on appelle le lobbying. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.